J'appelle à me rejoindre Carlos Ghosn, qui va donc recevoir le prix Scopus, CEO Chairman de Renault, Nissan, Mitsubishi. Bonsoir. Merci. Merci d'accepter un échange avant de la remise du prix. Parce que vous savez que vous êtes une personnalité mystérieuse, Carlos Ghosn. Je pense qu'ils sont nombreux dans cette salle de pensée. En tout cas, moi, je le pense. Vous êtes polyglotte, vous parlez 7 langues, vous êtes né au Brésil, vous avez des parents libanais, vous avez été scolarisé à Beyrouth, enfin pas loin en tout cas, chez les jésuites. Vous avez fait ensuite Polytechnique, puis les mines, et puis vous êtes aujourd'hui un manga au Japon, il faut le savoir tout de même. Qui êtes-vous finalement, Carlos Ghosn? Est-ce que vous êtes un citoyen d'un monde en mouvement à l'heure où finalement on parle beaucoup de repli? Vous avez particulièrement bien défini. Je suis citoyen d'un monde en mouvement. Franchement, je ne suis pas aussi pessimiste sur le repli, parce que le monde n'a jamais évolué de manière linéaire. Il y a eu des allers-retours, il y a eu des pas à côté, mais je pense qu'on va dans le sens d'une plus grande coopération avec de temps en temps quelques corrections, et pour l'instant, nous voyons une correction. Qu'est-ce que vous a apporté ce multiculturalisme, à la fois dans votre parcours et dans votre business? Écoutez, le multiculturalisme m'a permis de mieux comprendre le monde auquel je suis confronté actuellement. Le fait d'être né au Brésil, comme vous savez, est une société très, très multiculturelle, d'avoir vécu aussi au Liban, autre société très multiculturelle, d'avoir vécu en France, d'être venu au Brésil, aux États-Unis, puis au Japon. Tout ça j'ai finalement compris que finalement la culture et l'identité, ou plutôt une identité forte, est une condition de base pour la globalisation et pour la coopération. C'est-à-dire que finalement, à chaque fois que vous faites des pas qui vont dans un sens qui menace une identité, eh ben vous allez avoir des difficultés, vous allez avoir des problèmes. Et je pense que l'alliance que nous avons bâtie entre une entreprise française et une entreprise japonaise a été une illustration parfaite du fait que, en respectant des identités, vous allez beaucoup plus loin dans la coopération. Et à chaque fois qu'une coopération est une menace sur une identité, ben vous n'allez pas très loin. Et dans l'industrie automobile, nous avons des cas particulièrement significatifs de cette illustration. Justement, pour parler un petit peu de votre parcours de Michelin à Renault-Nissan, votre ascension, on le sait, est fulgurante. 1999, Louis Schweitzer, alors patron de Renault, investit dans Nissan qui périclite à l'époque et il vous envoie au Japon. Vous avez 42 ans, Carlos Ghosn. Qu'est-ce que vous êtes dit ce jour-là? Oh, j'étais très enthousiaste parce que, vous savez, pour quelqu'un qui travaille dans l'industrie automobile, aller au Japon, nous sommes en 1999, c'est... Vous ne parlez pas japonais à l'époque, non, pas du tout. Non seulement je ne parlais pas japonais, mais je connaissais très peu le Japon, pour une raison très simple, c'est que quand votre éducation est française, vous vous occupez essentiellement de l'Europe et de l'Ouest. Vous avez très peu de connaissances sur ce qui se passe à l'Est. Donc, pour moi, le Japon était un peu un mystère, je ne connaissais pas la langue. J'avais une fascination pour le Japon, c'est-à-dire comment un pays qui avait été ravagé, détruit après la Deuxième Guerre mondiale, a réussi à se hausser au niveau, je vous rappelle qu'en 1999, le Japon était la deuxième puissance économique mondiale, avec très peu de ressources, c'est-à-dire quelques îles sans ressources, une population qui est extrêmement disciplinée, extrêmement organisée, qui avait réussi à faire face à des tas de calamités. J'étais vraiment fasciné. Et donc, je savais à ce moment-là qu'il y avait beaucoup de risques d'échec, mais j'étais prêt à courir ces risques pour pouvoir participer. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à accepter, à prendre ce risque? Je pense que la fascination d'une nouvelle culture, une aventure dans un pays qui est quand même un pays très important pour l'industrie automobile, là aussi en 1999, avec des constructeurs japonais qui étaient considérés comme étant extrêmement performants. C'est donc apprendre, contribuer, et surtout, nous étions, à cette époque, nous étions des outsiders. Personne ne pensait que ceci allait réussir. Donc c'est le défi qui vous intéressait? Il y avait une partie de défi, parce que quand vous partez, quand vous vous engagez dans un défi et que vous êtes considéré comme perdant, c'est très excitant. C'est-à-dire, il n'y a rien de plus frustrant que quand vous attaquez une tâche et qu'on dit que vous allez la réaliser. Ça, c'est extrêmement... Surtout quand vous voyez un certain nombre de risques. Donc, nous étions partis et nous savions que nous n'étions absolument pas donnés gagnants.
À l'Université hébraïque de Jérusalem, on évoque beaucoup les atouts de l'interdisciplinarité. Alors, vous avez dit, les fusions finissent comme les histoires d'amour, donc plutôt mal, j'imagine. Il fallait inventer autre chose. Alors, est-ce que l'interdisciplinarité, justement, caractérise votre groupe? Et est-ce que ça pourrait vous rapprocher, justement, de la façon dont s'organise l'Université hébraïque de Jérusalem? Moi, je suis profondément convaincu qu'avec des partenariats, surtout des partenariats qui sont basés sur la diversité, vous arrivez beaucoup plus loin, mais beaucoup plus fort, et vous imaginez des choses qui sont impossibles dans un environnement qui est monoculturel. J'en suis convaincu. L'Alliance en est illustration. Je peux vous donner des tas d'exemples de produits et de technologies que nous avons réussi à développer, qui avaient été jugés impossibles dans une culture déterminée, mais c'est en mariant les cultures, en mettant ensemble des ingénieurs français, japonais et indiens, ou français, japonais et chinois, qu'on a réussi à obtenir une solution. Vous faites fi des frontières, vous faites fi justement des différences culturelles, parce que vous avez dit, pardon, au Japon, une fois décidé, on exécute, en France, on n'arrête jamais de discuter. C'est une réalité, sauf que, si vous voulez, je pense que là aussi, si vous mettez en parallèle la culture française et la culture japonaise, la culture française est extrêmement riche en matière de créativité, en matière de stratégie, en matière de concept. Par contre, fait un peu fi de l'exécution, de tout ce qui vient en aval, alors que les Japonais sont très méfiants par rapport au concept, par rapport à tout ce qui concerne l'amont, et par contre sont très très bons sur l'aval, c'est-à-dire ils sont très très bons quand il s'agit des process. Bon, donc si vous arrivez à marier les deux, si vous arrivez à créer un ensemble dans lequel vous avez la force de la culture française de l'amont et la force de la culture japonaise en aval, vous allez faire une combinaison gagnante. Donc, sauf que le problème, c'est que quand vous mariez des gens qui sont très divers, ils ont tendance à regarder les défauts des uns et des autres. Ils n'ont pas tendance à regarder la force de l'autre. Si vous arrivez à surmonter ça, et la seule façon de le surmonter, c'est d'avoir des projets communs, c'est la seule façon, et que vous mariez les forces des uns et des autres, vous allez aller plus loin. La technologie, elle est au cœur de cette soirée, bien sûr, la technologie. Vous y croyez depuis le début, Carlos Ghosn. La voiture de demain, vous la voyez électrique, autonome. Alors autant dire que l'électrique, c'est vraiment un ancien pari pour vous. Est-ce que vous y avez cru trop tôt ? Vous savez, dans l'industrie, les concepts importent peu. C'est-à-dire, quel est le moment auquel vous croyez à quelque chose n'a aucune espèce d'importance, puisqu'il y a 100 ans, nos ancêtres dans l'industrie automobile rêvaient de faire une voiture électrique. Ils n'ont pas réussi à la faire pour une raison très simple, c'est que les composants nécessaires pour faire une voiture électrique n'existaient pas. Notamment la batterie était loin d'être au niveau où elle est actuellement, et donc c'était un rêve, et on est parti vers quelque chose qui est extrêmement compliqué, qui est le moteur à combustion. Bon. Donc, mais il y a toujours eu ce rêve, il y a toujours eu le concept. Il y a des tas de gens qui peuvent vous dire moi j'étais à la base de la voiture électrique. Enfin, on disait tout de même à l'époque, l'homme joue l'avenir de son entreprise au casino, hein, je l'ai lu à l'époque. Oui, non, mais je reviens sur ce point. Dans l'industrie, ce qui compte, c'est celui qui fait. Ce n'est pas celui qui pense, ce n'est pas celui qui a eu la première fois l'idée, parce que souvent celui qui a eu l'idée n'est pas celui qui va la faire, et c'est peut-être pas celui qui va la réussir. Ce qui est important, c'est réaliser et être le premier sur le champ. Nous avons été les premiers à dire, nous allons commercialiser en masse les voitures électriques. Bon. Comment avez-vous eu cette vision ? Ce n'était pas une idée, c'était une nécessité. Je voyais très bien que l'industrie automobile n'allait nulle part si on n'était pas capable de mettre très vite au point une voiture zéro émission. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui. Ça, nous l'avions prévu en 2008. En 2008-2009, on nous avait dit... Vous étiez beaucoup critiqué à l'époque. Ben oui, heureusement que vous le dites, là, vous le reconnaissez. Donc je peux vous dire que nous avons été très critiques et personne n'y a cru. Et pas nos concurrents de l'industrie automobile. Il y a eu beaucoup d'académiciens qui ont dit ça ne va pas marcher, les batteries sont dangereuses, il va y avoir des explosions dans les parkings, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul constructeur qui ne vous dit pas que plus de la moitié de son parc automobile va être électrifié. C'est la voiture du futur. La voiture électrique. Il n'y a aucun doute. Il y a aucun doute. Écoutez, quand le maire de Paris vous dit en 2023, il n'y a plus de diesel, en 2030, il n'y a plus de moteur à combustion, je ne vois pas ce qu'il va y avoir d'autre. Quand l'Angleterre vous dit en 2040, il n'y aura plus de moteur à combustion, il y a la France, il y a la Norvège, il y a des tas de pays qui sont en train de se positionner de manière assez radicale. Donc, il y a bien sûr les moteurs à hydrogène, mais on est loin du compte sur les moteurs à hydrogène. Donc, la voiture électrique, c'est l'avenir, c'est sûr. Dans tous les cas, sur l'avenir prévisible. Quand la première voiture autonome ? Alors, définition de voiture autonome. Alors, vous savez qu'il y a confusion. La voiture autonome, c'est-à-dire vous êtes dans la voiture et vous décidez quand est-ce que vous allez conduire, quand est-ce que la voiture va vous conduire. Ça, c'est une première définition. Deuxième définition, c'est la voiture sans chauffeur, ce qu'on appelle les robotaxis. Alors, je réponds à la première question. Vous êtes dans la voiture et vous décidez quand est-ce que vous allez conduire ou pas, 2021-2022.
2021-2022, pas sur toutes les voitures, sur certaines voitures. Le robotaxi, ce que nous appelons le robotaxi, c'est-à-dire c'est des véhicules sans chauffeur, ça c'est plutôt pour un objectif commercial. Là, je pense que c'est plutôt 2022-2023. Vous allez commencer à avoir quelques applications très restrictives en matière géographique, mais ça va venir très vite aussi. Qu'est-ce qui manque? De la technologie, des infrastructures? Pas du tout. Un environnement? Non, la technologie sera prête grâce notamment à toutes les innovations dont certaines ont été mentionnées. Par exemple, nous avons un partenaire qui est Mobileye, qui joue un rôle très important dans le développement de la voiture autonome et dans le développement des robotaxis. Ce qui va monter, c'est bien sûr les réglementations, parce que ce sont des technologies que vous ne pouvez pas mettre sur le marché sans avoir des autorisations officielles et des validations officielles. Donc elles seront peut-être développées en Chine, dans des villes nouvelles, avant d'être développées à Paris? Elles risquent de se... Enfin, je pense qu'il y a des prototypes aujourd'hui qui se développent partout dans le monde, mais passer à une commercialisation de masse suppose des réglementations qui évoluent fortement, et ça dépendra beaucoup des pays. Alors, puisqu'on parle justement de la technologie au service des hommes et des femmes, en quoi, Carlos Ghosn, finalement, la voiture autonome est-elle au service de l'homme et des femmes? D'abord, je veux dire... D'abord, je vais parler sécurité sans parler de tous les autres avantages. Je parle sécurité. 1 400 000 tués sur les routes par an sur la planète. 1 400 000. C'est la première raison de décès qui n'est pas liée à des problèmes médicaux. Juste une statistique, 1 400 000 tués sur la route, 800 000 suicides, 500 000 tués par crime. Toutes les guerres qui existent, c'est entre 200 et 300 000. Statistique officielle. 1 400 000, on est de loin... Les accidents occasionnés par c'est de loin la première raison de mortalité. Or, 90% de ces accidents sont dus à des erreurs humaines. 90%. Quand vous remplacez l'homme par un computer, par un ordinateur, vous allez éliminer évidemment les accidents dus à excès de boisson, manque d'attention, on texte, etc. Tout ça, ça disparaît. 90%. Donc, la première raison pour laquelle ça va se développer, c'est la sécurité. Indépendamment du fait que, quand on parle de robotaxi, prenez des entreprises comme Uber, ou comme Didi, ou comme Ola, ou Amazon, etc. Aujourd'hui, le coût du transport, 90% du coût du transport, c'est le chauffeur. 10% c'est la voiture, et surtout si c'est une voiture électrique, et l'électricité. Donc, pour eux, la voiture sans chauffeur, c'est une réduction de coût de 90%, et donc la possibilité de rendre la mobilité beaucoup plus accessible à un grand nombre. Alors, donc c'est un enjeu énorme. Enjeu énorme. C'est la sécurité avant tout, vous dites. Qu'allez-vous dire à ceux qui ont un rapport très charnel à leur voiture, qui aiment conduire? Il faut continuer, vous allez continuer à l'avoir. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir une substitution de la voiture manuelle qu'on aime à conduire. Au contraire, vous allez donner la possibilité à ceux qui aiment conduire de ne pas conduire, par exemple, dans un embouteillage ou quand il y a un trafic routier sur les autoroutes. Personne n'aime conduire dans ces conditions. Là, vous mettez en conduite automatique. Par contre, vous pouvez reprendre le contrôle quand vous êtes en bord de mer, vous êtes à la montagne. Et d'un autre côté, vous donnez la possibilité à toutes les entreprises commerciales de réduire les coûts. Il faut quand même savoir que l'une des raisons pour lesquelles tout un tas de start-up s'intéressent à la voiture aujourd'hui, alors que ce n'était pas le cas, c'est que tout le monde est convaincu que la mobilité, c'est le besoin qui va exploser sur les 20 ou 30 prochaines années. C'est le besoin humain qui va le plus progresser. La mobilité exprimée en nombre de kilomètres parcourus par an sur la planète. Aujourd'hui, on est à 16 trillions de kilomètres parcourus par an sur la planète. Ça, c'est un chiffre qui, selon les différents futuristes, va être multiplié par 2 ou par 3 sur les 20 prochaines années. Et ce n'est pas en multipliant le nombre de voitures, c'est en multipliant l'usage des voitures. Mais tout le monde s'y intéresse, hein, même les GAFA d'ailleurs, hein, l'automobile aujourd'hui. Sur l'innovation, vous avez un fonds pour l'innovation, vous avez investi d'ailleurs en Israël et puis dans un certain nombre de start-up. Comment faites-vous vos choix? Nous faisons nos choix en fonction d'un certain nombre de besoins. C'est-à-dire qu'un constructeur automobile passe son temps à dire qu'est-ce que je vais développer en interne, qu'est-ce que je vais aller trouver en externe. Nous faisons des choix tout le temps. C'est-à-dire qu'est-ce que nous devons confier à nos fournisseurs, qu'est-ce que nous confions à des laboratoires de recherche, qu'est-ce que nous confions à des start-up et par rapport à ce que nous faisons en interne. Nous ne pouvons pas tout faire en interne. Nous sommes d'abord des architectes, nous sommes des assembleurs de pièces, nous sommes des assembleurs de technologies, nous sommes des assembleurs d'innovation. Donc, chaque fois que l'on peut utiliser une source externe pour développer une pièce, un organe ou une technologie, nous le faisons. Pourquoi? Parce que ça nous permet de concentrer nos ressources propres pour des choses qui sont uniques. Voilà. Donc, je peux vous dire qu'en ce qui concerne le développement, notamment de la voiture autonome et de la voiture connectée, nous faisons appel à des tas d'entreprises externes et surtout des startups à qui on confie des petites parties de développement technologique
pour qu'ils le fassent pour nous. L'idée ce soir, c'est de financer donc les travaux de recherche de la faculté des sciences de l'USJ. En quoi, finalement, pour vous, la recherche fondamentale est-elle importante? On sait que vous investissez beaucoup dans la recherche appliquée, mais est-ce qu'il y a un lien, finalement, pour vous, entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée? C'est fondamental pour une raison très simple, c'est qu'il y a beaucoup de choses dont on parle aujourd'hui, dont on parlait il y a 15 ans, mais il y a 15 ans, ce n'était pas possible. Je peux vous dire qu'à la base de la voiture électrique, c'est le développement des batteries. Il n'y aurait pas eu de développement de batterie, on aurait pu encore considérer que la voiture électrique est un concept. C'est le développement de la batterie avec les nouvelles technologies et les nouveaux matériaux qu'on a mis dans la batterie qui ont permis l'éclosion de la voiture électrique. Ce qui permet aujourd'hui la voiture autonome, c'est le développement d'un côté de l'intelligence artificielle et de l'autre côté, l'énorme développement sur le plan des ordinateurs qui nous permet d'avoir des calculateurs qui sont beaucoup plus puissants et beaucoup moins chers. Beaucoup plus puissants. Donc nous sommes très intéressés par tout ce qui concerne donc, ce qui a été annoncé sur les développements des ordinateurs quantiques, parce que ça va nous permettre d'avoir une puissance de calcul sur la voiture qui va permettre les voitures autonomes, les voitures connectées, tous les services de mobilité qui sinon auraient été impossibles. Donc pour moi, les sciences, la recherche est à la base de beaucoup de développements qui sont nécessaires. Et vous savez très bien que tous les problèmes auxquels on est confronté, dont les problèmes de l'environnement, ne pourront être résolus que par la technologie. J'ai lu que vous seriez tenté par l'enseignement à l'université, c'est vrai? Non, je ne suis pas tenté. Aujourd'hui, je passe beaucoup de temps dans les universités. Je ne fais pas de l'enseignement, je fais un échange de savoir avec les étudiants, parce que je pense que souvent dans les universités, les étudiants sont très friands de poser des questions concernant le comment faire, comment appliquer, quelle est l'importance de la science, quelle est l'importance, surtout les ingénieurs d'ailleurs, qui sont intéressés par cela. Et je pense que le fait qu'ils interagissent pas uniquement avec des scientifiques, avec des professeurs, mais surtout avec des opérateurs, notamment sur le plan industriel, ça leur permet d'avoir une idée beaucoup plus précise sur par où aller et comment faire. Que voulez-vous transmettre aux jeunes, aux 23 000 étudiants de l'Université hébraïque de Jérusalem? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ce soir sur le monde de demain? Écoutez, le monde de demain est à faire. Hein. Le monde de demain est à faire. Ce que nous voyons actuellement, c'est une révolution extraordinaire dans laquelle nous passons d'objets qui étaient inanimés, monofonctionnels, à des objets intelligents. C'est une révolution qui est en train de se passer. Ça vous passionne totalement? Et bien sûr. Regardez ce qui se passe au niveau de la voiture. Je ne parle pas que de la voiture, il y a plein d'autres objets. Mais regardez ce qui se passe au niveau de la voiture. La voiture était un objet dont vous étiez esclave. Parce que quand vous conduisez, vous avez les mains sur le guidon, vous avez les yeux sur la route, et vous ne pouvez pas conduire différemment, vous ne pouvez rien faire. En général, les gens qui possèdent une voiture passent 2 heures par jour dans leur voiture. Ce n'est pas 2 heures sur 24, c'est 2 heures sur 16, puisque vous dormez 8 heures. Donc 2 heures sur 16, c'est énorme. Si vous libérez les gens pendant ces 2 heures, c'est extraordinaire sur le plan de la productivité et sur le plan de la qualité de vie. Et tout ça, c'est à inventer. Nous sommes en train de l'inventer. Et la technologie est à la base de tout cela. Donc, bon, pour moi, pour les étudiants de l'université, je dirais, le monde est à construire. Il y a d'énormes innovations qui sont possibles. Et tout ça repose sur la recherche. Merci beaucoup, Carlos Merci. Ghosn, d'avoir échangé avec nous pendant quelques minutes.